Bonsoir, bienvenue au CFJ, donc Centre de formation des journalistes, voilà, école de journalisme niveau master pour ceux qui ne la connaissent pas. Et depuis 2 ans, nous avons voilà, la chance et l'honneur de travailler avec l'INA sur un format qui existe depuis très longtemps. Géraldine vous en dira plus tout à l'heure. Mais donc on a mis en place ce partenariat pour imaginer et animer quelques conférences dans l'année. Vous en faites tous les lundis, mais oui, pardon, un lundi par mois, pardon. Ouais, j'ai survendu là. Et donc l'année dernière, on a animé, donc les étudiants du CFJ ont animé 3 conférences. Cette année, nous poursuivons ce projet, et donc c'est la première des conférences voilà, de ce cycle CFJ INA. Donc je laisserai Elsa et tu es toute seule. Voilà, Margot et Juliette vous présenter en fait le thème de la conférence et puis les invités de ce soir. Et puis je vous remercie encore une fois toute l'équipe de l'INA qui accompagne donc les étudiants. Vous les avez reçus encore cette année dans les locaux. Donc merci Catherine, merci aux documentalistes et puis merci à toi Géraldine aussi. Donc je te laisse en dire un peu plus sur ce concept. Voilà. Merci beaucoup, merci de nous accueillir une fois de plus pour cette deuxième promotion et deuxième saison de lundi de l'INA en partenariat avec le CFJ. C'est un plaisir de travailler avec vous, avec les étudiants du CFJ, qui partagent, je crois, notre conviction que les archives sont utiles, sont un matériau à travailler, y compris pour les journalistes, y compris pour parler d'une actualité parfois brûlante. Effectivement, nous pensons à l'INA que les archives permettent de faire un journalisme qui soit plus pertinent, plus profond peut-être, et plus distinctif peut-être aussi, peut-être original. Voilà, c'est ce dont on va essayer de vous convaincre ce soir. Nous les avons en effet accompagnés pour le choix des archives, pour le choix des intervenants, des invités, qui est également le leur, pour l'animation de cette soirée qu'elles assurent entièrement. C'est énormément de travail, donc bravo à vous, bravo à elles, qui a été en effet accompagnée par les équipes de l'INA, Katia Ribro comme documentaliste, Catherine Gonard à la coordination. Il y a aussi des techniciens qui travaillent, Jean-Michel Briard notamment pour le montage. Et voilà, donc c'est une soirée préparée collectivement qu'on se réjouit d'écouter. Et maintenant, je vous passe tout de suite la parole. Alors, entre interdiction de pêcher dans le golfe de Gascogne, la mer de plastique, la destruction des coraux, l'océan y défraie régulièrement la chronique. Mais il y a 50 ans, le sujet était à peine abordé dans les médias. Le grand public n'y connaissait pratiquement rien. Donc, des premiers scientifiques qui se sont intéressés aux océans, aux militants d'aujourd'hui, on va chercher à savoir à quel moment les médias se sont-ils intéressés à la protection des océans, quel a été en fait l'élément déclencheur. Et qu'est-ce que cette prise de conscience a changé pour le milieu marin? Donc pour en parler, nous accueillons ce soir au CFJ Lise Blanchet. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes journaliste, vous avez obtenu le prix Albert Londres en 1992 avec Jean-Michel Destan pour un reportage diffusé dans l'émission Thalassa, une émission pour laquelle vous avez travaillé pendant 35 ans. À vos côtés, Charles Brain, bonjour. Donc vous êtes ingénieur, ancien marin-pêcheur. Vous êtes également président de Pleine Mer, une association qui milite pour une pêche plus durable, entre autres. Et enfin, Pierre Cresson, bonjour. Vous êtes écologue à l'IFREMER, donc l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Et vous travaillez sur l'impact de l'activité humaine sur les écosystèmes marins. Et vous vous intéressez aussi à quelque chose qui nous intéresse tout particulièrement au CFJ, qui est le rapport entre scientifiques et journalistes. Donc, comme ça a été dit, cette soirée elle a été organisée en partenariat avec l'Institut national de l'audiovisuel, que nous remercions grandement pour sa collaboration. Donc, tout au long de la conférence, nous allons visionner des archives pour mieux comprendre la place des océans à la télévision. Donc, pour commencer, nous avons choisi de vous parler d'Anita Conti. Donc, on va faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que quelqu'un la connaît ou a déjà entendu parler d'elle? C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, parce que son travail il reste quand même assez méconnu du grand public. Pourtant, c'était la première femme océanographe et la toute première lanceuse d'alerte sur la surpêche. Donc maintenant, on va la découvrir en images.
On l'a vu dans les archives, Anita Conti, dès les années 30, elle a dénoncé la surpêche, mais à cette époque-là, son discours est peu repris. Lise Blanchet, pourquoi à cette époque-là, la protection des océans n'est pas à l'ordre du jour des médias? Alors, je crois que à cette époque-là, l'océan était quand même la grande inconnue. Personne ne savait quoi que ce soit sur ce qu'il contenait, et on pensait que c'était une richesse pour les hommes qui pêchaient inépuisable. Donc, je crois que le propos s'arrêtait là. Mais mes camarades ici présents me contrediront peut-être, mais en 1930, et même à l'époque de Cousteau, on en parlait de Cousteau tout à l'heure. Donc, ce qui est admirable chez Anita Conti, c'est que c'est ce qu'elle dit sur le souvenir. Vous êtes journaliste. C'est exactement la définition de ce que doit être un journaliste sur le terrain, c'est-à-dire se contenter de reporter et pas raconter des impressions personnelles ou des souvenirs. Et ça, c'est fondamental. Et elle le dit avec beaucoup de véhémence. Elle dit non, les souvenirs, c'est pour les gens qui rêvent. Moi, non, j'étais dans le concret. Et on comprend qu'à bord de ces bateaux, elle ne pouvait être que dans le concret. Et c'est admirable. Donc, c'est une vraie lanceuse d'alerte. À l'époque, on ne connaissait même pas ce nom. Donc, et elle épouse plusieurs métiers. Elle observe, elle photographie. Donc, elle fait un travail de journaliste, d'ethnographe, d'océanographe. Et je dois dire qu'il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui à Anita Conti. C'est vraiment la grande dame, la grande référence de la personne qui a la première alerté sur mais attention, dans les océans il y a des espèces, si on pêche trop ça va les faire disparaître et il y aura des problèmes énormes. Quand on a discuté ensemble de ces archives avant la conférence, vous me disiez aussi qu'à cette époque, les choses qui nous intéressent de l'océan, c'est la brutalité de l'océan, ou c'est l'aspect romantique qu'on n'en a, mais absolument pas ce qu'il peut y avoir sous la mer et la protection des espèces. Oui, et justement, elle a pris le contre-pied de ça. C'est-à-dire que c'est l'anti-Pierre Loti. Pierre Loti fait ce livre magnifique qui est Pêcheur d'Islande, donc racontant la pêche en Islande au départ des ports de Fécamp et Paimpol. Et évidemment, c'est la vision romantique de l'océan. Mais c'est deux choses différentes. Et il ne faut pas non plus condamner cette vision romantique, mais elle n'est pas du tout réaliste. C'est tout ce qu'elle dit. Et donc, on a pu le voir, Anita Conti a passé sa vie à travailler en mer. Charles Brenne, est-ce que vous pouvez nous rappeler concrètement quels étaient ces combats et si ils sont toujours d'actualité, vous qui êtes militant aujourd'hui? Oui, bien sûr. Comme l'a dit Lise, c'est la première dans les années 30. Les premiers mots d'Anita Conti sur l'alerte, c'est avant-guerre. Ça paraît dingue, parce que derrière, il a fallu des dizaines d'années pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Donc il y a surtout deux éléments qu'elle ramène de ces voyages. C'est à la fois la fin des choses, c'est-à-dire que la limite biologique des océans, et notamment le fait quand elle témoigne de la taille des poissons qui diminue campagne après campagne, notamment sur les morues, les cabillots de Terre-Neuve. Et ça, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que finalement le pic de production, si on veut, un peu si on parle comme le pétrole, il arrivera qu'en 91, 92, 93. C'est-à-dire qu'elle dit que les océans sont limités, on arrivera à savoir le seuil à partir duquel on ne peut plus pêcher, en gros, et qu'on atteindra 60 ans plus tard, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et l'autre sujet qu'elle dénonce dans le désert, pour moi, et qui aujourd'hui et maintenant, qu'on entend énormément dans nos combats, c'est ce qu'on appelle les rejets ou les espèces mal aimées. C'est qu'elle s'affole du nombre de spécimens et d'espèces qui sont rejetées mortes par-dessus bord, notamment sur les chalutiers où elle embarque au large de Terre-Neuve. Et aujourd'hui, c'est un sujet ultra important. L'Union européenne a interdit. Des espèces qui sont rejetées parce que... En gros, c'est quand le sujet des rejets ou des captures accessoires, c'est tous les spécimens qui sont pêchés alors qu'ils ne sont pas destinés à être vendus. Donc soit parce que la taille est trop petite, soit parce que c'est une espèce qui n'a pas de prix. Il faut bien se rendre compte quand on part à la pêche, notamment sur des grandes campagnes comme ça, que la limite, en fait, c'est la cale du bateau. Et donc on ne va pas remplir les cales d'espèces qui valent soit rien, soit très peu d'argent. Donc en fait, on va optimiser de manière un peu cynique quand on a ce type de méthode de pêche qui capture beaucoup de choses. Et donc on va remettre par-dessus bord tout ce qui n'a pas de valeur marchande. Et ça peut atteindre des proportions conséquentes. Ça peut aller de 10 à parfois 80% sur certaines pêcheries crevettières historiques. Donc c'est un vrai sujet. Et ce sujet qu'elle
qu'elle évoque plutôt dans les années 50, deviendra une obligation. Elle a eu une victoire sur ce sujet, le poisson sabre. Oui. Elle a réussi à mobiliser notamment la sphère médiatique pour faire en sorte que les restaurateurs valorisent ce poisson et ensuite, et justement, qu'il ne soit pas rejeté et que ce ne soit pas du gaspillage. Et si on peut tirer le fil sur le sabre, en l'occurrence, il a été victime, malgré Anita Conti, de son succès après, parce qu'il fait partie de ces espèces de grands fonds. Et pour ceux qui ont suivi les combats, ça a été un des combats, notamment écologiques, des chaluts très profonds, qui pêchaient d'autres espèces, comme l'empereur, mais notamment le sabre, et qui, en plus, est clairement gustativement génial. Enfin, c'est une chair blanche parfaite. Donc oui, c'est un de ces combats. Et ce qui est assez dingue encore, c'est qu'elle parle de ça dans les années 50, et qu'il a fallu les années 90, voire 2000, pour que ça soit une interdiction au niveau européen. Le fait de ne pas pouvoir remettre par-dessus bord des espèces et des spécimens non désirés. Donc elle avait clairement un demi-siècle d'avance. Et j'en profite pour avoir la parole, on en parlait avant, mais donc moi je suis ingénieur agronome à Lieutte, donc c'est la formation qui forme les spécialistes de la pêche. Alors par chance, on est un peu plus nombreux à savoir qui est Anita Conti aujourd'hui. Et donc c'était il y a une vingtaine d'années, et clairement, c'était notre idole à tous. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on avait tous embarqué avant de faire ce cursus, notamment sur des chalutiers. Et quand on lisait les bouquins d'Anita Conti en disant, mais une nana qui part des mois avec les mecs qu'on s'est cognés nous 15 jours et on a flippé, elle était clairement notre Zidane à nous, quoi. Donc c'est hyper cool qu'on en parle aujourd'hui. Pierre Cresson, Anita Conti, elle a écrit des articles dès les années 35, dans le Figaro notamment. Mais malgré tout, elle était très peu connue. En tant que scientifique, est-ce que c'est compliqué d'alerter et de discuter avec les journalistes sur vos combats ? Alors juste, moi, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. J'ai fait une formation en océanographie et je ne connaissais pas Anita Conti avant l'annonce de cette conférence, où j'ai un peu bossé pour venir. Et pour l'anecdote, j'étais en campagne en mer il y a une petite dizaine de jours, et le bouquin d'Anita Conti était dans la bibliothèque du bord. Et j'ai pris un grand plaisir à lire ce bouquin. Et effectivement, c'était novateur. Ça date des années 50, mais il y a des combats et des sujets qui sont toujours d'actualité. Elle avait 70 ans d'avance, clairement. Et on pourra peut-être reparler aussi de la place des femmes dans la science et de l'invisibilisation des femmes, parce que c'est clairement un exemple de quelqu'un. Et cette notion de diminution de taille, aujourd'hui, ça porte un nom savant, ça s'appelle shifting baseline, avec des notions de psychologie, de se dire que ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est la norme, alors que c'était pas la norme pour nos parents, nos grands-parents, etc. Mais effectivement, tout était là dans les années 50. Et ouais. Et du coup, comment expliquer qu'une scientifique, en plus qui fait un travail journalistique, ne soit pas écoutée ? Vous êtes aujourd'hui vous êtes scientifique. Comment ça se passe avec les médias pour se faire entendre, ou est-ce que c'est toujours compliqué ? Comment vous faites ? Je pense qu'il y a des sujets qui passent très bien et des sujets qui passent beaucoup moins bien. Et est-ce que les sujets qui passent bien sont vraiment les sujets d'importance ? Ce sera à discuter. Il y a sans doute un certain emballement médiatique sur certains sujets et d'autres sujets qui mériteraient plus d'attention. Voilà. Je pense que ça peut être aussi Comme ça a été dit en introduction, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, ces ponts qui peuvent exister entre science et journalisme. Et je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Dans les deux sens, de dire, nous, scientifiques, il faut qu'on travaille sur comment on structure notre message pour que ça soit repris. Et côté scientifique, peut-être travailler un petit peu plus sur les concepts, les idées scientifiques. Je pense qu'il y a des vrais ponts à construire à ce niveau-là. Justement, sur les ponts, vous faites partie d'un programme que peut-être vous pouvez nous expliquer en quelques mots. Un scientifique de l'Ifremer va dans une rédaction, c'est d'ailleurs comme ça qu'on vous a rencontré, et un journaliste de la rédaction de France Télévisions, en l'occurrence, va passer une semaine à l'Ifremer. Qu'est-ce que ça permet, cet échange-là ? Alors c'est plus large que ça, c'est la bourse de l'Association française des journalistes de la presse scientifique et d'investigation. Alors ce n'était pas une journaliste de France Télévisions moi, que j'ai accueillie, c'était une journaliste preneuse d'images en freelance sur une agence. Et effectivement, après, j'ai été accueilli une semaine au magazine de la santé, ce qui permet de voir les fonctionnements propres de chaque métier. Moi, je sais que j'ai été choqué, peut-être pas le mot, mais sur les échéances. Et je sais que nous, il y a un truc dans les labos qui nous énerve, on va le dire. C'est ce coup de fil à 10h du mat d'un journaliste qui dit « j'ai un sujet, j'ai besoin d'une réponse avant midi ». Et la plupart des collègues disent « mais je n'ai pas que ça à faire ». Et s'il il ou elle veut me parler, il prend un rendez-vous et on se voit, mon emploi du temps est plein pour les 15 jours à venir. Bon, ben voilà.
Maintenant, que j'ai été dans une rédac, je pourrais expliquer à mes collègues, non, si tu veux qu'on parle de toi, si tu veux qu'on médiatise ton sujet, il va falloir quand même que tu prennes de ton temps, parce que le bouclage ou la quotidienne est à 13h, donc il faut que le sujet soit tourné avant midi, le temps que ce soit monté. Ouais. C'est ce genre de petite différence de fonctionnement qui est ne serait-ce que sur le rythme de travail. Un article scientifique, c'est 2-3 ans de travail. Un reportage pour une quotidienne, c'est pas 2 ans de travail, vous le savez mieux que moi. Mais voilà, c'est des différences à aplanir, je pense. Et dans le choix des sujets ou la manière dont les médias vulgarisent tout ce qui est scientifique sur l'océan, vous voyez ça comment c'est bien fait, c'est mieux fait aujourd'hui qu'il y a à l'époque d'Anita Conti. Comment vous voyez ça ? Oui, comme l'a dit Lise Blanchet, je pense que le sujet océan a gagné en notoriété. Il y a un vrai intérêt aujourd'hui. On sait l'importance des diminutions des ressources, le rôle de l'océan dans la régulation du climat, tous les aspects de contamination chimique, de microplastiques, etc. Et puis d'un autre côté, l'importance du poisson pour l'alimentation, l'importance sociale des pêcheurs dans les ports. Hein. C'est pas juste la carte postale. Il y a une vraie importance sociale, sociétale de cette économie. Donc oui, ça passe mieux dans les médias. Après, effectivement, il y a peut-être des fois des petits trucs... des petites discussions à avoir entre nous pour mieux passer les messages. Donc on a pu le voir, Anita Conti n'était pas une personne très connue, de son vivant en tout cas. Mais si on pense mer, il y a un prénom sûrement qui vous vient en tête, c'est celui du commandant Cousteau. Il a sillonné les mers à bord de la Calypso pendant des années avec son équipage. Et son tout premier film, ça s'appelle Le Monde du Silence. Il sort en 1956 et à l'époque, c'est un véritable succès. Il fait 4 millions d'entrées au box-office en France. Il est récompensé de la Palme d'Or à Cannes. Ce qui est extrêmement rare pour un film documentaire. Il remporte aussi un Oscar aux États-Unis. Mais pourtant, 15 ans plus tard, le film va choquer, et notamment pour les 2 extraits qu'on va regarder. Désolée, j'avais oublié de vous prévenir que c'était un peu choquant comme image. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, dans la dernière archive, le commandant Cousteau dit les choses changent, le public progresse. Qu'est-ce qui s'est passé en une quinzaine d'années, Pierre Cresson, pour que le public passe de l'émerveillement, disons, à l'indignation ? Je suis pas sûr qu'ils étaient émerveillés de voir les images sur la première. Enfin, c'est pas comme ça que je comprends ce que dit le commandant Cousteau. C'est que sur la première partie, enfin la première vision au moment de la sortie, plus de l'indifférence que de l'émerveillement pour ces images-là. Après, une prise de conscience de. J'ai pas réussi à noter. C'était quoi, les années 60, le dossier de film l'écran. Est sorti. Oui, le film est sorti en 1956 et le dossier de l'écran, c'est 15 ans après, c'est en 1971. Okay. Ouais, une évolution des mentalités, une prise de conscience, comme il le dit, que l'homme n'est pas tout seul. Donc, ouais. Et au niveau scientifique, de la méthode scientifique, il dit on est obligé de faire comme ça. Vous qui êtes scientifique. Comme il le dit, c'est daté. Alors moi, effectivement, j'ai entendu des gens, des vieux chercheurs, qui expliquaient qu'à une époque, effectivement, il y avait, pour échantillonner, il y avait la dynamite, il y avait le poison. On empoisonnait une patate de corail pour voir tout ce qu'il y avait dedans et que c'était parfait parce qu'effectivement tout mourait, donc on pouvait tout retrouver. C'était les années 60. Aujourd'hui, on en est plutôt à pêcher de l'eau pour avoir l'ADN des animaux qui sont passés. Donc là, on est vraiment sur du non-invasif, non-destructif. Sur les requins et les raies, par exemple, sur nos campagnes, on a un protocole des espèces sensibles. Donc ces poissons, quand ils sont sur le bateau, quand ils sont pêchés, immédiatement on les sort du tri. Ils vont dans un vivier, dans l'eau, ils sont maintenus dans l'eau le plus longtemps possible. On les pèse et on les mesure, mais on fait en sorte que ça aille le plus vite possible et ils repartent à l'eau le plus vivant, le plus vite possible. Donc on a vraiment complètement évolué là-dessus et ça s'inscrit dans une démarche actuelle aujourd'hui de minimisation de l'impact de la science sur l'environnement. Et même au niveau carbone, au niveau de nos émissions, on essaye de réduire tout ça pour que la science ait un impact
n'est pas l'impact. On mesure un impact, il ne faudrait pas que nous aussi on ait un impact important sur ce qu'on mesure, quoi. Lise Blanchet, Cousteau, c'est un personnage controversé, notamment pour les archives qu'on vient de voir, mais ça reste un des premiers militants qui a œuvré pour la protection des océans. Comment est-ce qu'il a fait pour amener avec lui l'opinion publique ? Comme Anita Conti, qui, elle, a vraiment déromantisé les travailleurs de la mer. Hein, on pense à Hugo, à Loti, je disais tout à l'heure. Bon, elle a donné la vraie vision du travail des hommes à la pêche et des dangers que ça représentait et tout ça. Lui, il arrive à un moment où il a les moyens d'aller sous l'eau. Ce que personne ne peut faire. On n'a pas de caméra, on ne sait pas, on a juste un masque et des palmes, mais aller sous l'eau et filmer ce qui s'y passe, personne ne l'avait fait. Donc moi, je suis d'accord, il y a un côté émerveillement en 1956, quand on découvre ce film que Louis Malle réalise avec lui. Louis Malle, qui est quand même un grand cinéaste, qui n'est pas un documentariste. Et là, ce monde tout d'un coup accessible en couleurs, magnifique, avec une musique, on a tout d'un coup, le grand public a accès à un monde totalement inconnu. Donc c'est d'abord l'émerveillement, ça c'est incontestable. Et alors après, évidemment, moi je dirais qu'au titre de cet émerveillement, on va se permettre des scènes comme on voit là, de dynamite, bon. Heureusement, il l'explique très bien. Ça se passe. Enfin, l'opinion publique change, et on prend conscience de la fragilité de ce monde merveilleux. Mais il a été quand même le déterminant, je crois, dans le monde sous-marin. Sous-marin. Attention, c'est pas pareil. Le monde maritime n'est pas qu'un monde sous-marin. Il y a tous les travailleurs, il y a les gens de la mer. Et ça, c'est autre chose. Donc, il s'est contenté. Il a œuvré toute sa vie pour le monde sous-marin, pour alerter, d'abord pour faire découvrir, après pour alerter, pour être. Et puis, il a fait un très gros business. Faut quand même oui, il a monté sa société américaine, la Society, qui lui a acheté la Calypso. C'était un concept d'émission. C'était un grand communicant quand même. Bon, il a fait énormément de choses. Un officier de la marine, hein, un militaire donc d'origine Cousteau. Hein. Mais au-delà de ces films, pour mobiliser l'opinion publique, il est aussi allé au-delà. Il n'a pas seulement montré, il a fait signer des pétitions, il a œuvré contre l'enfouissement des déchets nucléaires en Méditerranée. Il est aussi allé plus loin que sa simple casquette de cinéaste ou de commandant. Oui, mais c'est pas. Enfin, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers amis, mais moi, je ne dirais pas que ça a été le premier militant pro-océan, hein, pas du tout. Je dis, enfin, c'est quand même une notion, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est quand même un grand businessman. Il a fait un grand business avec l'océan, et il a été utile. Je ne dis pas, je ne dénigre pas du tout son action, mais je dis qu'il y avait cet aspect-là qui était très important. Et c'était pas Tom Watson, hein, de Sea Shepherd. Il n'a pas fondé Greenpeace. Il a pas, vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas toute sa vie, quoi. Il a dénoncé, et avec ses images et avec sa capacité à communiquer, parce que c'était un grand communicant, il a aidé. Mais c'est pas ce que j'appelle un militant. Charles Brenne, vous en pensez quoi, vous ? Non, c'est sûr que c'est pas. Enfin, c'est plutôt après lui, ou peut-être qu'il a suscité des vocations. On l'a évoqué, mais je crois pas qu'il ait laissé le souvenir d'un militant écologiste. Mais pourtant, à sa mort, par exemple, au cours de sa vie, il était appelé Captain Planet par beaucoup de monde. Et en 1992, au moment du sommet de la Terre à Rio, c'est la seule personnalité non politique qui a invité. Mais malgré tout, non, c'est pas un militant. Peut-être qu'on est trop exigeant, parce que je l'ai dit, il a clairement suscité des vocations. Du moins, ces images-là, elles ont pu, peut-être pas ça, mais tout ce qu'il a fait au long de sa vie, donner envie de protéger. Quand on montre, on ne protège que ce qu'on connaît, c'est la fameuse phrase. Et je pense qu'il a participé à ça. Mais dans les années 70, arrivent des grosses ONG comme Greenpeace, comme le WWF, qui elles, vont sensibiliser sur ces questions-là. Alors, pas forcément sur la pêche d'abord, mais d'ailleurs, il en a parlé un peu sur la chasse aux phoques. Et sur le nucléaire, qui ont été les deux gros sujets, mais derrière, dans les années 80, et elles vont aller doucement sur les questions de pêche. Et je pense qu'il y a un autre élément aussi, conjointement et avant 92, qui va être
plus appréhendés par le grand public, c'est plus des éléments politiques, parce que les politiques globaux, enfin, notamment des enjeux de diplomatie, vont s'inviter sur les questions maritimes. Donc pour moi, il y a 2 dates importantes. Il y a 82 où il y a les accords de Montego Bay. Donc ça vous parle peut-être pas, mais c'est les premiers accords internationaux de répartition en fait du territoire maritime de chaque pays, et qui est notamment dû à des guerres de pêche. Qui se partagent le hareng, le maquereau, et à cause de ces questions-là, et pour éviter des guerres qui ont eu lieu dans le passé. Il y a des guerres fameuses entre la Hollande et l'Angleterre notamment. Et donc ces accords de Montego Bay qui vont essayer de mettre fin à ces tensions. Et un autre élément qui est plus européen, qui est la naissance en 83 de l'Europe bleue. Alors tout le monde connaît la PAC pour l'agriculture. Nous, on a une PCP, une politique commune de la pêche, et elle naît en 83. Et elle naît du fait qu'on se rend compte qu'il y a un souci dans la gestion des pêches. Donc je pense que c'est conjointement, en tout cas pour le grand public, à la fois la naissance de grandes ONG, mais aussi un sujet politique qui émerge. Et clairement, pour moi, le climax, c'est 91 et l'effondrement du stock de morue au Canada, parce que c'est les Canadiens, mais c'est aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est aussi l'histoire. Lise Blanche en a parlé, de Paimpol et d'autres endroits qui ont fait la fortune de pas mal de ports français. Et du jour au lendemain, il y a un moratoire. Clairement, c'est la première fois que le monde entier se rend compte qu'on peut aller au bout d'une ressource, et une ressource qui était fameuse, parce que le cabillaud de Terre-Neuve, c'était la zone la plus densément peuplée en poissons. Dans tous les bouquins où vous parliez de Pierre Loti, c'est écrit que c'est quelque chose d'infini, et on se rend compte que politiquement, les gens décide d'arrêter. Donc c'est vraiment pour moi une décennie assez importante, et je pense qu'il y a contribué. On lui a un peu taillé un costard, mais il y a contribué, mais d'autres ont repris le relais sur la question plus politique, à la fois les vrais politiques et à la fois les grandes ONG. Mais je pense que le mérite de Cousteau, c'est vraiment d'avoir permis de voir sous l'eau, comme vous le disiez. Il y a toute cette fameuse phrase qui dit qu'on connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans, et je pense que Cousteau a été le premier à dire voilà, on va essayer d'aller voir un peu plus, et de dire que la mer, ça ne se limite pas aux bouées de baignade de la plage, quoi. Il y a autre chose après, il y a une vie différente. Et justement, cette catastrophe à Terre-Neuve, cet effondrement de la morue, je pense que si un phénomène équivalent s'était passé à Terre, ce serait dans tous les livres d'histoire, dans tous les livres de biologie, c'est quand même, je ne sais pas si beaucoup de gens, on l'entend, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais bon, il y a quand même 40 000 emplois perdus au Canada à cause de ça. Il y a une transformation totale de l'écosystème. C'est plus du tout les mêmes poissons à Terre-Neuve aujourd'hui. Et ce qui explique que quasiment 20 ans après, il n'y a toujours pas des niveaux de morue qui reviennent à ce qu'ils étaient, alors que ça fait 20 ans qu'on ne pêche plus. Il y a vraiment eu une modification totale de l'écosystème pour plein de raisons. Et on n'en parle pas trop parce que ça se passe sous la mer. Et il y a ce besoin de faire connaître ce qui se passe sous la surface de l'océan. L'effondrement de la morue, peut-être pour expliquer, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant, c'est les bateaux français qui, à partir de 92, n'ont plus le droit d'aller dans les eaux canadiennes pour pêcher la morue, qui était à l'époque en fait, c'est tous les bateaux, c'est pas que les bateaux. Oui, en fait, il y avait des pêcheries de tous les pays du monde qui allaient à Terre-Neuve en se disant, comme ça a été dit, que ce stock était inépuisable. Il y a des textes qui disent que si on ne pêche pas, on pourra marcher sur la mer parce qu'il y aura trop de morue. En plus, la morue est considérée comme un poisson vorace, donc si on ne la pêche pas, ça va tuer tout le reste, tout manger. Donc on peut pêcher. Anita Conti, il y a les germes du collapse de la morue de Terre-Neuve dans Racleurs d'océan. Et en fait, en 92, on se rend compte que c'est totalement épuisé et que, en fait, le moratoire, je pense qu'il est même parce que c'était plus intéressant. Il n'y a plus rien, donc en fait, c'est un moratoire de fait. Et 20 ans, 25 ans après, 92, 2024, plus. On n'est toujours pas revenu. Il y a une toute petite pêche coutumière, mais on n'est pas revenu au niveau d'exploitation qui était à l'époque. Alors, juste un point pour ajouter à l'histoire de la morue à l'époque, et ça a changé depuis grâce aux scientifiques. On connaissait assez peu le cycle de la morue, et on s'est rendu compte a posteriori, parce que quand même ça a été une hécatombe, il n'y avait plus de morue, il y en avait des milliers, des milliers, des milliards, et il n'y en a plus. Et on s'est rendu compte en fait qu'elle avait un cycle de reproduction extrêmement long, et qu'elle devenait mature à 30 ans. Donc elles ont été exterminées à cause de ça, parce qu'on ne connaissait pas le cycle de reproduction de ce poisson, et si on l'avait su, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. C'est une des grandes différences entre la Terre et la mer, c'est qu'il y a une hypothèse qui dit que les vieilles femelles, alors ça s'appelle l'hypothèse BOFF, c'est BOFFFF, ça veut dire Big Old Fat Fecund Fish Female, donc que les vieilles, ça veut dire des vieilles femelles, que les vieilles femelles de poissons pondent beaucoup d'œufs,
des œufs de meilleure qualité et contribuent plus au stock reproducteur et au stock d'adultes par la suite. C'est complètement l'inverse du panda. Ça veut dire qu'un bébé panda, il est essentiel pour la survie de l'espèce. Un bébé poisson, sur les millions de d'œufs pondus, c'est pas du tout ça. Par contre, garder une vieille femelle, ce qui est aussi complètement contradictoire avec notre fonctionnement de mammifère. Et donc, ça, effectivement, ça joue. Et l'autre aspect qui est très particulier au milieu marin, c'est que comme la prédation est basée sur la taille, les gros mangent vraiment les petits dans le milieu marin. En fait, les proies des adultes de morues sont les prédateurs des juvéniles. Si on compare ça à la Terre, ce serait un petit peu comme si les antilopes mangeaient des lionceaux. Donc, si vous pêchez les lionnes, après, les antilopes n'ont plus de prédation et elles peuvent manger les lionceaux qui ne peuvent plus devenir des lionnes. Et c'est ce qui s'est passé à Terre-Neuve. Comme on a pêché les morues adultes, les proies des morues ont pullulé et après ont exercé une prédation très importante sur les juvéniles qui n'avaient plus la possibilité de devenir des grandes morues. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on est toujours à galérer pour remettre le stock en état. Et vous, à l'époque du moratoire sur la morue, vous travailliez déjà pour Thalassa ? Vous étiez déjà dans cette émission. Est-ce que c'est un sujet qui vous a intéressé ? Oui, on avait raconté l'histoire des ce qu'on appelait les Terre-Neuva, les bateaux qui partaient sur lesquels Anita Conti était. Absolument, et donc au départ de Saint-Malo et de tout l'estuaire de la Rance derrière et tous les petits métiers qui étaient liés à cette pêche et la catastrophe qui s'en est suivie, quoi, parce que c'était la principale ressource du coin. Oui, bien sûr, on en a parlé. Alors, on n'a pas... je me souviens plus très bien, mais je crois bien que ce sujet scientifique sur la reproduction de la morue et la vieille morue dont vous parliez à l'instant, on l'a traité, bien sûr. C'est passionnant comme sujet. Thalassa, justement, c'est un tournant dans le traitement médiatique de l'océan. À partir du 27 septembre 1975, une émission est dédiée pour la première fois à l'océan. Elle devient hebdomadaire assez rapidement. Et preuve de son succès, c'est l'émission qui a la plus grande longévité dans l'histoire de la télévision française. Pendant des années, Georges Pernou, son présentateur, et toutes les équipes de Thalassa se sont invitées dans le foyer des familles. C'était le rendez-vous du vendredi soir et on vous propose d'en regarder un petit extrait. Lise Blanchet, Georges Pernou, il nous dit que la mer est un moteur de rêve à Thalassa. Avec Thalassa, le grand public a pu découvrir des coins paradisiaques. Est-ce que c'était seulement ça, Thalassa, ou est-ce que non, bien sûr que non, mais bien sûr que non. Mais c'est vrai dans ce qu'il dit, c'est qu'on a fait rentrer la mer dans le salon des gens au fin fond de l'Alsace, de la Lorraine, de partout, quoi. Ça, c'est vrai. Et quand je dis faire rentrer la mer, c'est faire rentrer la vie maritime, les gens de la mer, parce que c'était pas la mer, c'était pas Cousteau, on racontait des histoires de mer, des histoires de gens de la mer, de la communauté des gens de mer. Et c'est ça qui était... Bon, on était une équipe de journalistes, donc nous, on allait sur le terrain, et comme tout bon journaliste, on reportait les faits qu'on constatait, ou les événements, et surtout, on faisait partager la vie des gens de mer. Donc les lamaneurs, les marailleurs, les pêcheurs, bien sûr. Enfin, toute cette communauté des gens de la mer qui était parfaitement inconnue au grand public. Et ça peut aussi provoquer du rêve, avec un souci constant de la belle image. C'est-à-dire que le vecteur, je dirais le vecteur maritime, ne supportait pas des images moches, quoi. Donc on travaillait toujours avec des caméramans très très doués et on rapportait toujours des belles images. Et moi, combien de fois je suis restée 1 ou 2 jours de plus en tournage parce que il avait fait un temps épouvantable, j'avais pas pu bien filmer, j'avais pas de belles images, donc j'appelais en disant non, je rentre pas, j'ai pas le sujet, il me manque des belles images et tout. Ok, pas de problème, parce qu'on savait que il fallait à la fois intéresser et faire rêver, et que cette combinaison de ces deux choses-là faisait le succès de l'émission.
des catastrophes et des problèmes environnementaux, vous en avez mis en lumière. Et notamment, vous avez fait un tour de France d'émissions en direct des ports, dans laquelle vous m'expliquiez que c'était beaucoup des problèmes environnementaux qui vous étiez remontés. Alors, on a fait énormément de... Quand les problèmes environnementaux ont commencé à être assez multiples et on en parlait plus, d'abord, on a toujours beaucoup travaillé avec le monde scientifique, avec l'Ifremer. Moi, j'ai je ne sais combien de sujets avec les gens de l'Ifremer, sur les algues. Et ça, pour nous, c'était des précieux collaborateurs qui nous alertaient, quoi. Et quand on a décidé de faire ce Tour de France en marchant le long du littoral, alors on avait 2 ou 3 journalistes qui marchaient, on les voyait marcher, ils faisaient tout le sentier du littoral, c'était un petit peu interminable. Mais enfin, ça leur permettait de rencontrer des gens et de parler des problèmes. Et on s'est rendu compte à l'époque le nombre d'associations qui s'étaient montées pour défendre le port qui s'envasait ou contre le champ d'éoliennes qui allait se construire au large sur la zone de pêche. Mais c'était incroyable, le monde associatif de défense du littoral, mais c'était phénoménal. Et là, on s'est vraiment dit, il s'est passé quelque chose et ça a changé. Et là, on est au début des années 2000. Absolument, au début des années 2000, oui. Et vous, Charles Oren et Pierre Cresson, c'est quoi pour vous Thalassa ? Je suis assez ému déjà de voir Lise Blanchet sans rire. Je pense que j'ai vu le reportage de 92. Enfin, moi, clairement, c'est mon enfance. C'est mes vendredis soirs. Je suis né en 80, donc j'ai clairement passé mon enfance à regarder ça tous les vendredis. Donc je suis navré. Mais en le préparant, c'est vrai que je me suis posé la question en discutant avec vous, savoir si c'est ça qui m'avait donné le militantisme qui est aujourd'hui une grande partie de mon énergie passée. Et je ne sais pas, effectivement, je pense que Georges Pernou le dit, que c'est pas militant. Par contre, typiquement, moi je pense que j'ai vu Thalassa pour l'Erika. Je suis à la fac et j'ai quitté la fac pour aller nettoyer les plages du Finistère Sud. Donc il y a, en tout cas, l'Erika qui se passait en 99. C'est l'hiver 99, ouais. Et donc un bateau, un pétrolier c'est la même histoire, sauf que c'est au sud de la Bretagne. Voilà. Un pétrolier donc qui s'était échoué sur les côtes bretonnes et qui a provoqué une énorme marée noire. Et donc vous êtes allé... Clairement, je pense que je l'ai vu et je l'ai su, et en voyant les premières images, je suis parti direct. Donc en tout cas, ça a éveillé du militantisme chez moi, et pas que chez moi du tout. Mais en tout cas, l'émerveillement et le fait de se prendre de passion pour l'océan, ça y a contribué. Moi, j'ai grandi à Paris et en Normandie, mais pas en Normandie au bord de l'eau. Donc clairement, ça a été une fenêtre pour faire passer la pilule entre les vacances. Ça faisait du bien d'ouvrir la télé le vendredi. Et pour vous, Pierre Cresson ? Moi, si vous me permettez, ce sera des anecdotes. La première, quand on soutient sa thèse, la directrice termine en disant un petit mot, généralement c'est des compliments. La mienne a terminé en me souhaitant bon vent. Et l'allusion... Qui était la signature de Georges Pernou. L'allusion a été saisie par l'ensemble de l'amphi. Tout le monde a compris à qui elle faisait référence. Et au moment de la disparition de Georges Pernou, je peux vous le dire, le matin... Le journal de France Inter commence par le générique de Thalassa. Et il y a une montée d'émotion chez moi de se dire... Et la journaliste annonce la disparition de Georges Pernou, une vraie boule au ventre d'émotion. Et pour l'anecdote, j'ai un ami commun avec Georges et son épouse. Et donc, sur l'émotion, j'ai écrit un petit mot en exprimant mon émotion, ma tristesse. Et le fait que, à voir les posts de mes camarades de promo sur Facebook... On a été un certain nombre à être touchés par cette disparition. Et la petite anecdote se termine parce que cet ami, après, m'a demandé s'il pouvait reprendre mes mots dans l'hommage qu'il a rendu lors des obsèques de Georges Pernou. Donc ça a été, c'est pour vous dire l'importance. Et moi, en l'occurrence, je pense que je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu Georges Pernou et Thalassa. Donc voilà, c'est vraiment marquant. Effectivement, c'est un marqueur de mon enfance, des vendredis soirs de mon enfance. Oui, je crois que c'était surtout important, c'est qu'on était une équipe donc autour du capitaine, autour de Georges Pernou, et cette équipe est restée la même pendant 40 ans. C'est-à-dire qu'on ne partait pas de Thalassa, on était très bien, et puis on avait la confiance du patron, on partait en reportage,
On relatait ce qu'on trouvait sur le terrain. On a fait je me souviens par exemple une année, on a fait un tour du monde en cargo. Donc on a pas en cargo, en porte-container. Et parce qu'on voulait montrer l'importance de la circulation maritime et de comment la mer transportait 80% des marchandises qu'on achetait. Et donc on est parti à bord des porte-containers de la compagnie CMA-CGM. Et donc pendant un an, on a relaté toutes les escales de ce porte-container, et sur l'ensemble de ces escales, il y en avait quand même 6 en Chine. Vous voyez, donc ça vous donne à peu près l'échelle. Et donc, on a pris conscience de cette mondialisation incroyable qui n'a fait que croître et embellir après. Bon, après, on a fait toute une série sur les qu'on a appelé couleurs de mer, pour raconter la mer Rouge, la mer Blanche, la mer Noire, la mer Jaune. L'occasion de raconter des pays qui sont face à face, ou comment ils font. Bon, la mer était un vecteur infini d'histoire. C'est ça, surtout. C'est qu'on avait toujours des nouvelles histoires à raconter, et où on les traitait différemment. Et même, on a fait 3, 4 ou 5 tours de France, en bateau, à pied, avec le bateau du Père Jaouen, le Bel Espoir, avec un autre vieux voilier. Enfin bon, on a même trimballé de port en port un écran géant pour faire l'émission en direct des ports qui pleuvent, qui ventent. On était en direct aussi. C'est une chose, vous savez, c'était avant. Ça n'existe plus maintenant, sauf au journal télévisé, mais les émissions ne se font plus jamais en direct, ou très très peu, ou sauf les émissions de débat. Mais là, nous, on était en direct. Et donc, quoi qu'il arrive, il fallait dire bonjour, et puis voilà. Donc, c'était... Et les gens, je crois que le succès de Thalassa, c'était ça, c'est que les gens avaient conscience de cette équipe autour de Georges Pernou. C'était ceux qui partaient en reportage étaient ceux qui venaient présenter, qui racontaient leur sujet. Enfin, il y avait on pouvait pas tricher avec le monde de la mer, quoi. On peut pas tricher, on peut pas. Et donc cette sincérité-là, je pense qu'elle traversait, et ça a beaucoup contribué, je crois, au succès de Thalassa. Depuis que Thalassa n'est plus la case du vendredi soir, on n'a plus vraiment d'émissions comme ça entièrement dédiées à la mer. Charles Breyne, vous qui êtes militant, qu'est-ce que vous pensez de l'offre médiatique aujourd'hui dédiée aux océans ? C'est chaud. Déjà, je pense qu'il y a un monde, c'est que par rapport à l'époque dont on parle, aujourd'hui, on est surabreuvé d'images, de chaînes, de contenu. Alors, si je prends ça par le prisme militant, il n'y a pas de récurrence, il n'y a pas d'émission qui traite ces dossiers-là. Par contre, on a vu l'émergence, je pense, dans les années 2000, avec notamment les premières luttes écolo sur les questions de pêche. Moi, c'est vraiment le truc dont je peux parler, qui ont alors là clairement attiré pas mal les journalistes, parce que c'était assez en mode clash, les écolos contre les pêcheurs. Il y a un sujet, qui pour moi a démarré, c'est le thon rouge, qui a été un sujet de confrontation directe entre les ONG. Notamment, il y a un épisode fameux en 2006 entre Greenpeace et les thoniers seineurs, notamment de Méditerranée. Et cette émission-là, elle est folle. Enfin, il y a eu un striptease dessus, il y a eu plein de journaux. Mais en gros, il y a une confrontation. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais les images, il faut les voir, les archives. En gros, le bateau de Greenpeace, le Rainbow Warrior, qui a un 3-mâts immense vert avec une colombe, se fait bloquer l'entrée du port de Marseille par une quinzaine de thoniers seineurs, donc c'est des gros bateaux océaniques. Et les pêcheurs, pensant avoir gagné le combat parce qu'ils ont interdit à Greenpeace l'accès au quai du Vieux-Port pour pouvoir parler du sujet du thon rouge, en fait, ils ont fait l'inverse, parce que on n'a parlé que de ça. Donc je pense que c'est un déclencheur. Après, il y a eu plein d'éléments. Malheureusement, peut-être, c'est qu'il y a eu des crises. Tout à l'heure, j'ai évoqué les grands fonds et ces sujets-là, avec la professionnalisation aussi des ONG et leur compréhension, certainement beaucoup plus rapide que le monde de la pêche, de l'enjeu médiatique, ont fait qu'il y a eu beaucoup d'émissions d'investigation qui sont intéressées à la question. Moi, j'étais au WWF dans ces années-là. On a sorti le premier guide pour choisir ses poissons, par exemple. Et là, j'ai été contacté par énormément de magazines d'information, les premiers cache investigation, enfin toutes ces... Sur le thon, notamment. Voilà, notamment le thon, mais ne serait-ce pas l'approche consommation grand public. Donc, en fait, je pense que les militants professionnels se sont saisis de la nouvelle façon de voir, ou la nouvelle façon de faire des médias, et on l'a vite compris, et parfois à notre détriment, parce qu'on a été aussi...
Tu parlais tout à l'heure du traitement de la science, mais le discours qu'on avait sur les ONG, il était bien plus complexe que ce qu'on voulait nous faire dire. Moi, j'ai un souvenir, quand j'ai la casquette avec le panda dans le dos, que systématiquement, le journaliste veut me faire dire que j'aime pas la pêche et que je veux qu'elle s'arrête. Alors qu'en fait, moi, je veux la défendre, et la preuve, c'est que je suis devenu pêcheur après. Mais c'était très compliqué. Donc, il y a eu beaucoup plus de traitement, on va dire, médiatique de ces questions-là, mais pas forcément de manière qualitative. Ça a été très, très dur. Enfin, moi, j'ai passé énormément de temps. Je me suis fait d'abord avoir, parce qu'on m'interviewait 3 heures et on gardait la phrase et on la coupait, où je passais pour un affreux tueur de pêcheurs, et depuis clairement un plan depuis Paris où je passe pour le mec qui n'a jamais mis de botte, et donc c'était un enfer sur Terre. Donc pour vous répondre, oui, il y a plus, mais c'est déjà il n'y a pas cette récurrence. C'est vrai, il y avait une espèce de truc limite religieux avec Thalassa, où on savait qu'on allait faire une petite pause dans la semaine. Mais par contre, là, il y a des sujets plus militants. On a le temps. Moi, il y a des équipes de journalistes qui m'ont suivi longtemps, où j'ai pu accompagner, pas forcément en étant dans le documentaire, mais accompagner. Je me rappelle d'un premier 52 minutes qui s'appelle Global Sushi, je crois que c'est 2007 ou 2008, par des équipes de Canal+. Et c'est l'équipe qui montera Cache Investigation ensuite. Et je me rappelle avoir passé 6 mois passionnants avec l'équipe, à leur dire allez filmer ça serait trop bien, allez à Madagascar, allez voir les Tunisiennes à 7. Et ça, en fait, ça a permis de faire un contenu que je trouvais moi plus juste sur l'approche. Il y a une pêche qu'il faut défendre et il y a des trucs clairement dingues qu'il faut changer. Voilà. Donc globalement, c'est mieux ce qui est fait aujourd'hui ? Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un monde entre les deux. On avait que Thalassa en fait. On avait 6 chaînes. Enfin, je sais pas. Maintenant, il y a Internet. Enfin, ça vous paraît peut-être bizarre, mais enfin, je pense que moi, j'avais pas Internet quand j'étais au collège et au lycée. Donc aujourd'hui, ça me paraît dingue. On allume Internet, on a 1000 informations, 1000 contenus. Puis on n'avait pas le droit de veiller la semaine. C'était le vendredi. Il n'y avait pas école le samedi, donc c'était vachement bien pour ça, quoi. Les anciens combattants. Oui, et donc il y a de plus en plus, en tout cas, d'émissions. Enfin, il y a de plus en plus d'émissions avec les réseaux sociaux, etc. On peut quand même plus s'informer sur le sujet des océans, des enjeux qui sont autour de tout ce monde-là. Mais est-ce que les choses vont mieux ou pas, Pierre Cresson, concernant la protection des espèces, par exemple ? Il y a des choses qui se font, effectivement. Si on parle de la pêche, il y a un certain nombre de choses qui vont mieux. Après, il y a aussi des choses qui vont pas bien. Alors, je vais faire un peu de pub pour mon institut. On a notre bilan, que vous pourrez suivre sur YouTube la semaine prochaine, le bilan de l'état des stocks de poissons, où les choses seront détaillées plus précisément. Mais oui, effectivement, les prises de conscience font que des choses vont mieux. Après, on voit apparaître des nouvelles menaces. Le changement climatique dans sa globalité est aujourd'hui un vrai problème. Les contaminants chimiques, c'est aujourd'hui une vraie inquiétude. Je pense que vous avez tous entendu parler des PFAS, qu'on appelle maintenant les contaminants éternels, parce qu'on ne sait pas comment on va s'en sortir. Ils sont là et on ne sait pas pour combien de temps ils sont là. Donc, les anciennes menaces, j'ai envie de dire, elles ont été prises en compte et on commence à les faire avancer vers le mieux. Et puis, il y a des nouvelles menaces qui apparaissent. Voilà. Je ne vais pas toutes les détailler parce que ça va faire un tableau très noir, mais effectivement, il y a des choses qui vont pas bien. Charles Breyne, vous, est-ce que vous avez l'impression que les choses avancent pour l'océan ? Je pense que je m'en convainc pour continuer. Mais non, c'est pas. Enfin, la dynamique, elle est dure. Enfin, en tout cas, sur le point de vue de la pêche, oui, il y a des stocks qui vont mieux, mais on l'a entendu. Notamment la shifting baseline, le fait que dans l'inconscient, enfin nos souvenirs de départ d'abondance de tel poisson ou tel truc sont en fait pour nous la référence. Et en fait, on est tellement loin de ce que devrait être l'abondance de poissons pour pouvoir avoir une pêche durable et dynamique. Et aujourd'hui, on en est toujours à se battre. À la fois je pense qu'on prend un peu plus en considération les stocks de poissons, mais il y a aussi un enjeu sociétal en fait. C'est qu'est-ce qu'on met en face de ces stocks de poissons. Et par contre, ça, ce combat pour redynamiser les ports, clairement pour partager la ressource, aujourd'hui, elle est clairement confisquée par une pêche industrielle qui a à mes yeux beaucoup de défauts, très consommatrice en carburant, très impactante en environnement, qui valorise très mal au kilo, qui a plus d'impact sur les écosystèmes marins. Et aujourd'hui, d'inverser ça, qui est une partie de mon combat, c'est un enfer. Aujourd'hui, clairement, quand on se confronte
aux décideurs européens pour le cas où à Paris, aujourd'hui, l'interface, elle est trustée par le lobby industriel qui est ultra minime en termes de nombre de bateaux, mais qui est ultra présente. Donc là, il y a un vrai enjeu. Je pense qu'on a peut-être gagné, en tout cas, le fait d'alerter plus tôt qu'un stock de poissons s'effondre. Par contre, le shift pour aller vers une répartition et redynamiser notamment les ports français, on en est encore loin et c'est le combat. C'est assez intéressant d'ailleurs Alors, je vais sortir Sea Shepherd qui est clairement à une vocation à ce que la pêche s'arrête, mais l'immense majorité des grandes ONG et des petites, elles n'ont pas du tout envie que ça s'arrête, et elles ont un nouveau discours, moi qui me plaît par contre, et c'est là où je crois que ça peut changer, c'est elles ont ce discours-là, qui est aussi un discours social et économique. Et je pense que le salut passera par la convergence des luttes, si je puis me permettre, entre la petite pêche ou les syndicats de petits bateaux et les gens qui ont compris cet enjeu-là dans les ONG. Et je pense que c'est à ce prix-là qu'on arrivera en emmenant les citoyennes et les citoyens à convaincre les politiques d'améliorer les choses. Et justement, vous parlez des gros lobbies qui font pression sur le Parlement européen ou des gros industriels de la pêche. Est-ce que c'est des sujets sur lesquels on manque encore d'informations, des sujets qui ne sont pas encore assez médiatisés ou qui mériteraient plus d'attention ? Le traitement médiatique, il est assez compliqué parce que peut-être que vous avez tous vu au mois de décembre, il y a un marronnier qui est l'établissement des quotas de pêche ou des TAC et quotas de pêche européens. Et donc voilà, tous les mois de décembre, on a une brève aux infos et tout le monde est au courant que l'Espagne veut plus de ci, la France veut plus de harengs. Les quotas, peut-être juste pour expliquer, oui. c'est le taux de capture que les bateaux, que les pêcheurs selon leur bateau ont le droit de pêcher. Ouais, alors très rapidement, pour les espèces qui ont été en danger à un moment dans les 40 dernières années, l'Union européenne va établir un TAC, donc un total admissible de capture par espèce et par zone, qui est généralement revu tous les ans. Et c'est un abus de langage, le quota, mais le quota, c'est la part de ce TAC que chaque État membre a. Et donc, il y a un enjeu, l'enjeu des lobbies, oui. Enfin, en fait, ce qu'on entend tout le temps, c'est on entend une parole. C'est comme s'il n'y avait que la FNSEA à l'agriculture, quoi. On dit, les pêcheurs pensent ça. Non, en fait, c'est le représentant, la représentation nationale il y a un biais démocratique, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais de la représentation professionnelle. Et à la fin, ultra majoritairement, ce qu'on entend, c'est ceux qui défendent plutôt la grande pêche ou la pêche industrielle. Et donc, on a un discours un peu homogène pour le grand public. Je pense qu'on dit le pauvre pêcheur, le gasoil est trop cher. Mais le prix du gasoil, c'est pas grave pour une partie des petits bateaux qui s'en sortent très bien, qui en consomment peu et qui valorisent très bien leurs poissons. Donc, il y a un vrai enjeu à creuser ces dossiers-là pour expliquer. Je crois que tout le monde sait qu'il y a une agriculture biologique, de la permaculture, et qu'il y a des plaines céréalières avec des pratiques culturelles pas forcément géniales. Pour le commun des mortels, la pêche, c'est homogène. Là, il y a un enjeu médiatique à différencier. Je me permets juste un petit complément sur les TAC et les quotas pour peut-être passer un message qui parfois n'est pas connu, c'est que l'Ifremer ne décide pas des TAC et quotas. En fait, c'est une décision politique qui est basée sur des avis scientifiques fournis par l'Ifremer et les instituts équivalents en Europe. Mais c'est bien quelque chose qui est décidé au Conseil européen des ministres des pêches. Et donc, c'est pas l'Ifremer, c'est pas à cause de l'Ifremer qu'on peut plus pêcher ou moins pêcher. Voilà. Lise Blanchet, sur l'enjeu dont parlait Charles Brain, vous, avec votre casquette de journaliste, et notamment de journaliste à Thalassa, qu'est-ce que vous pensez des médias ? Est-ce que les médias ils sont au rendez-vous aujourd'hui sur la protection des océans ? Il y a eu beaucoup de documentaires assez formidables qui sont sortis. Et puis, moi, j'habite en Bretagne, donc je regarde la presse locale. Bon, c'est quand même une très, très grosse partie. Là, en ce moment, la pêche artisanale pleure parce qu'ils n'ont pas assez de quotas, parce qu'il n'y a plus assez de poissons, donc ils ne peuvent pas pêcher. Et la pêche industrielle, c'est vrai, est quand même relativement mieux servie. Ça, c'est incontestable. Donc c'est toujours cette impression que les petits vont être mangés par les gros ou n'ont plus de place pour vivre. Et ça, c'est quand même relayé. Alors maintenant, émission grand public sur la mer, non, il n'y en a plus. Le Thalassa qui a été diffusé la semaine dernière n'a plus plus grand-chose à voir avec ce qu'on a fait pendant des années. C'est un nouveau Thalassa qui a été c'est un nouveau Thalassa. Ça s'appelle Thalassa et c'est présenté par un seul présentateur qui commente tous les sujets qui sont faits. Et ça s'appelle Thalassa Aventure extrême. Ce qu'on n'a jamais été. Vraiment. Bon.
Voilà, donc c'est plus ça ne c'est ce qu'on appelle le journalisme positif, on dit ça comme ça. Celui qu'on regarde le vendredi soir pour ne pas avoir d'angoisse, pour ne pas faire de cauchemars, pour ne pas avoir des problèmes qui nous restent dans la tête sur l'environnement, sur la faune et la flore qui disparaissent. Voilà. Donc ça fait partie pour moi de ces types d'émissions, de pensée positive, qui pour moi n'est pas une émission journalistique. Voilà. Donc je ne peux pas dire que ça ressemble à ce qu'on faisait, puisque nous, on avait vraiment des enquêtes et des choses comme ça. Mais très bien, ça peut faire rêver les gens, et pourquoi pas. Il y a des très belles images, mais ça ne reflète pas, en tout cas, la réalité du monde maritime et ses problèmes. Non, ça c'est... On va passer la parole au public, si vous avez des questions. J'ai découvert en vous écoutant, d'abord, merci beaucoup pour tous les éclairages et les commentaires que vous avez pu faire des archives qui étaient vraiment très bien choisies, très belles. J'ai découvert donc en vous écoutant qu'il y avait une PCP, et vous avez fait le lien entre FNSEA et puis pêche industrielle. Et justement, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un combat militant, un combat pour changer la PCP, comme peut-être on va pouvoir un jour changer la PAC qui favorise surtout la FNSEA pour l'instant, et pas les agriculteurs qui essaient vraiment d'être dans la transition écologique. Donc vous, en tant que militant écologiste, est-ce que vous travaillez sur la PCP? Merci pour la question. C'est un sujet hyper important, et donc la dernière version de la politique commune de la pêche, elle a été votée en 2013 et appliquée depuis 2014, donc ça fait 10 ans aujourd'hui. Et dans les années qui ont précédé, il y a eu un collectif d'ONG et de structures de la petite pêche qui se sont réunis au niveau français et au niveau européen. Et ça a été très compliqué, ça a été une vraie bataille, on a voulu faire passer des idées, et on a eu une victoire. Il y a un article qui est clairement c'est le truc que je mettrai à mon panthéon perso à la fin de ma vie. Je vais être un peu ennuyeux, je vais aller vite, ça s'appelle l'article 17, que vous voulez regarder, et qui dit un truc qu'on a voulu, et qui dit que les États membres doivent mettre en place des critères objectifs, sociaux, économiques et environnementaux pour l'attribution des droits et quotas de pêche. Donc en fait, pour nous, c'était une victoire. Je me rappelle très bien, avec des pêcheurs, des ONG, on était tous hyper contents. Donc c'est 2014. Et ben on est en 2024. La France n'a jamais appliqué cet article. Aujourd'hui, c'est toujours la même façon pour le gouvernement français et l'interprofession d'attribuer ses droits, enfin les quotas. C'est-à-dire que quand un poisson est mal en point et qu'on le met sous quota, on va faire une photographie et on va privilégier ce qu'on appelle les antériorités. C'est-à-dire qu'en gros, celles et ceux qui ont le plus pêché auront la plus grosse part du gâteau. Donc on n'est toujours pas dans la solution. Donc pour répondre, on a été plus rapide que la Confédération paysanne pour faire changer la politique européenne, mais je peux leur dire que c'est que la moitié du combat. Après, il faut faire appliquer la politique européenne qu'on a réussi à mettre en place. Donc il y a un vrai sujet. Clairement, je ne sais pas si vous connaissez l'association Bloom, il y en a qui sont présents. Grâce à eux, on a apporté des conflits juridiques pour attaquer la France tous les mois de mars maintenant, j'espère, pour attaquer la répartition des quotas, parce que c'est aussi de ça que crève la petite pêche. Là, j'ai un exemple tout à fait concret. Il y a le lieu jaune, que vous connaissez peut-être, qui a été revu par les scientifiques l'année dernière et qui a un quota qui s'est effondré, enfin un TAC qui s'est effondré. Et clairement, si on avait appliqué cet article 17, on arriverait à sauver tous les petits ligneurs. Moi, je suis dans le Finistère Nord, donc à Plougarneau, à l'Anille-Dut, au Conquet. Il y a plein de petits bateaux qui ne vivent quasiment que de ça à l'année et qui n'auront pas le droit de pêcher. Donc il y a plein de petits bateaux qui vont faire faillite cet hiver parce qu'en fait, on ne leur a pas réservé la part du gâteau, alors que eux sont des bateaux ultra vertueux, quoi. Peu de carburant, peu de prélèvements et une valorisation très forte. Donc c'est un vrai sujet. Voilà. Donc oui, mais malheureusement, on n'est qu'au milieu du gué. On peut prendre une autre question si vous en avez. Pour rebondir sur la question de la protection des océans, est-ce que vous pensez que la décision de la Norvège d'autoriser l'exploration des fonds des océans, est-ce que c'est un réel danger ou pas? Alors ça, je dirais que c'est un serpent de mer, hein, comme on dit. Hein. Je crois que du moment où j'ai mis les pieds à Thalassa, on a commencé à parler de ça.
Et donc ça fait 45 ans qu'on parle de ça. C'est toujours évidemment un rêve, puisque comme l'Alter couvre 80% la mer couvre 80% de notre planète, évidemment, le sous-sol marin doit être regorgé de matériaux rares et précieux, mais faut-il encore pouvoir les exploiter? Et donc, je me souviens très bien qu'on a fait des sujets sur des gens qui avaient trouvé la manière de forer, parce que c'est en grande profondeur. Donc, il y a quand même premièrement un problème technique et deuxièmement un problème de coût énorme. Donc, voilà. Oui, donc moi, je sais pas, j'ai l'impression que ça revient régulièrement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Enfin, moi, j'appliquerais le principe de précaution. Clairement, on a parlé du sabre tout à l'heure. On est allé pêcher déjà profondément sans connaître un écosystème qu'on a flingué en 10 ans. Je pense qu'on aurait tout intérêt, avant d'aller exploiter quoi que ce soit fondamentalement, déjà avoir une connaissance. Je parle sous le couvert d'un chercheur, mais ça me paraîtrait dingue qu'on aille chercher des choses dans un milieu qu'on ne connaît pas et qui a clairement, à chaque fois on découvre après, ah bah non, ça avait un super rôle important pour l'oxygénation, pour la biodiversité, pour ce qu'on veut. Et là, en fait, non. Donc clairement, je pense qu'il faut qu'on laisse tranquille les fonds marins. C'est mon avis personnel. Ouais. Du coup, là-dessus, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un sujet qui est porté à l'IFREMER. Il y a un laboratoire environnement profond. Et ça fait partie de comprendre le fonctionnement de ces zones, comprendre l'impact que pourrait avoir ce genre d'utilisation, d'exploitation. Ça fait clairement partie de leur travail, mais c'est pas mon labo, c'est des collègues de Brest, moi je suis à Boulogne-sur-Mer. Donc malheureusement, je pourrais pas vous en dire plus, mais effectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui pour la communauté scientifique maritime, de comprendre le fonctionnement de ces systèmes qui sont effectivement très très particuliers, qui marchent avec des fonctionnements qui ne ressemblent pas à ce qu'on a en zone côtière et encore moins à terre. Donc, ouais. Mais encore une fois, c'est aussi compliqué pour les chercheurs d'aller voir ce qui s'y passe que d'aller forer. Donc ça demande du temps de comprendre. Moi, c'est plus une question pour Charles-Braine. C'est par rapport à ce que peut-être que j'ai loupé quelque chose et que j'ai pas tout compris, mais c'est par rapport à ce que vous avez dit sur Sea Shepherd et comment finalement ça desservait finalement le combat, c'est ça? Non. Okay. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que Sea Shepherd, que je connais très bien, a pas vocation à défendre la pêche quelle qu'elle soit. C'est juste ça. C'est dans leur idée. J'ai l'habitude de dire que parce que j'ai fait pas mal d'actions avec Sea Shepherd ou des échanges. Et parfois, j'ai eu des échauffourées sur le fait qu'on soit un petit bateau ou un pêcheur industriel. En fait, on était les mêmes parce qu'on tuait des poissons. Et tuer un poisson, c'était en tuer 10 000. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mais parfois, j'ai pu avoir ce débat-là avec certains militants de Sea Shepherd. Et j'en ai convaincu plus d'un en disant qu'on ferait un duel à la fin, une fois qu'on aura tué ensemble la pêche industrielle. Donc je pense qu'on a tout intérêt à travailler conjointement. Mais je disais juste que, clairement, pour en avoir parlé même plusieurs fois avec Lamia Mseli, sa présidente, qu'on ne va pas aller ensemble défendre la petite pêche au Parlement. Par contre, sur un sujet précis, typiquement les captures accidentelles de dauphins, on peut avoir des points de convergence. C'est juste ça que je disais, c'est que, clairement que j'ai déjà entendu Greenpeace, le WWF, Bloom, FNE parler de privilégier la petite pêche, de la petite pêche étant exemple. Et que les seules fois où Sea Shepherd en a parlé, c'est pour des combats communs, mais ce qui n'était pas la pêche, c'est notamment pour l'histoire des éoliennes en baie de Saint-Brieuc, où là, il y a pu avoir des effets de connivence, mais pas du tout sur le sujet d'exploitation des poissons. Donc, c'était pas dire que c'était contre-productif, je dis que c'était pas forcément le même couloir de nage de militantisme. À l'époque de Paul Watson, ils allaient dans le Pacifique ou dans l'Indien et ils harponnaient les baleiniers japonais quand même. Hein. Il y a des images absolument incroyables où ils essayent d'empêcher les Japonais de pêcher la baleine parce qu'il y avait un moratoire sur la baleine que les Japonais ne respectaient pas au prétexte que c'était une pêche scientifique. Donc il y a eu cette action de Sea Shepherd et puis c'est quand même moi je pourrais pas dire que Sea Shepherd c'est contre les pêcheurs. Ils ont énormément œuvré pour la diffusion de leurs propos quand même, hein. Donc avec des symboles très très forts, les bateaux noirs avec les têtes de mort, enfin bon, tout ça c'était de la communication quoi. Donc c'est pas
ça fait partie, comme Greenpeace, comme de ces gens qui ont fait avancer les choses. Parfois de façon extrêmement violente. Paul Watson c'était un personnage très controversé, très violent, qui était un tyran à bord. Bon, mais il n'empêche que ce qu'il a fait, ces images sont restées dans la tête de tous les gens. Je voulais vous poser une question parce que vous avez tous les trois du coup des profils différents et peut-être justement sur la façon de collaborer et de travailler ensemble entre chercheurs, journalistes, militants. Plusieurs fois, vous avez évoqué des contraintes qui sont parfois antagonistes sur la durée, sur le métier. Est-ce que vous voyez des perspectives d'évolution ou des choses pour demain qui pourraient faciliter justement le travail commun et le fait de porter une voix unique sur des sujets qui vous concernent? Ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là? Je ne sais pas s'il y a un truc général à monter, parce que je pense qu'il y a et dans la science et dans les ONG et ailleurs, il y a des courants de pensée différents, mais qu'il y ait des choses à faire ensemble, c'est sûr. Là, typiquement, très fréquemment, il y a une semaine, il y a un super rapport qui a été initié par l'association Bloom et qui a été développé par des chercheurs d'AgroParisTech et de l'Institut Agro à Rennes, et qui ont sorti les premiers indicateurs dont je parlais tout à l'heure en répondant à madame sur l'article 17 de la politique commune de la pêche. Les indicateurs, on les a enfin grâce à une initiative conjointe d'ONG et de chercheurs. Donc il y a ces dynamiques-là. Après, voilà, il y a clairement des liens, souvent, pour la science, je ne sais pas, mais pour les ONG, oui, avec des journalistes sur une thématique précise, j'en ai parlé tout à l'heure, un documentaire spécifique. Après, il n'y a pas de maison commune idéale. Créons-la, clairement. Merci pour la question. Il y a des points à faire, clairement. Et en fait, je vais en profiter pour faire mon mea culpa. Je me rends compte que les scientifiques, on bascule très vite dans l'ennuyeux. Et chasser le naturel, il revient au galop. Je m'étais dit que ce soir, je n'emploierais pas de mots compliqués. Et je vous ai balancé le shifting baseline et l'hypothèse BOF. Donc, mea culpa. Mais vous voyez, voilà, c'est un truc qu'il faut qu'on dépasse, nous, scientifiques, d'arriver peut-être à faire un deuil de choses qui nous paraissent super importantes, mais c'est le petit terme de notre équation gigantesque que personne ne comprend, mais pour nous, c'est essentiel. On a bossé 3 ans sur cette équation. Il faut que vous compreniez que cette équation, elle est cruciale. Non, vous voulez juste savoir s'il y a plus ou moins de poissons, mais ça nous demande une gymnastique d'arriver à accepter ça. Donc ouais, c'est un pas que peut-être la science peut faire, de se simplifier pour être abordable. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi le boulot des journalistes de simplifier ou de clarifier. Moi, je sais que nous, on a toujours travaillé énormément avec Bloom, avec Claire Nouvian. Tous ces, à la fois les militants et les scientifiques, c'était des gens avec lesquels nous travaillions constamment, mais on leur donnait la parole. On n'était pas là pour juger ou pour interpréter, on donnait la parole. Et pour nous, c'était une très très grosse partie de notre travail. Et rendre la parole publique, ou la parole audible, c'est ça que vous dites. Oui, parfois il y a des gens qui sont un petit peu, on comprend pas très bien, mais c'était notre rôle aussi de les faire accoucher de propos grand public, grand public compréhensible à tout le monde, quoi. Oui, c'est une question pour vous, Lise, justement parce que je comprends qu'à Thalassa, vous étiez justement en relation avec tout le monde. Les scientifiques, les ONG, les professionnels de la mer, pêcheurs, commerce, donc autant d'acteurs qui, entre eux, ne sont pas forcément en bonne entente. Et donc, est-ce que ça a été compliqué pour vous, l'équipe de Thalassa, de toujours rester en bon terme, de pouvoir travailler avec tout le monde? Est-ce qu'à un moment donné, certains groupes n'avaient pas envie de vous voir parce que par rapport à d'autres groupes, vous faisiez ci ou ça? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où c'était compliqué?
ou est-ce que vous avez pu toujours mener votre travail de journaliste avec tous ces acteurs sans gros problèmes, on va dire? Oui, bien sûr, il y avait des petits conflits. On connaissait un peu ceux qui s'aimaient pas trop. Bon, alors évidemment, on n'allait pas les titiller ou mais de manière générale, ça se passait bien parce que c'est vrai qu'on avait une très bonne image de marque et de sérieux. Et donc, le boulot était extrêmement facilité sur le terrain. C'est même incroyable, hein. Parce que après, j'ai travaillé dans une autre émission de reportage qui était beaucoup moins connue que Thalassa. Et je peux vous dire que la différence était quand même... Thalassa, on était accueillis les bras ouverts, quoi. Les gens nous faisaient confiance. Donc, bien sûr, on est... Non, puis il arrive un moment, il faut être honnête, quoi. On n'est pas là pour trahir les gens qu'on interviewe, ou on est là pour chercher de l'info et la transmettre de façon intelligente et compréhensible. Donc, c'est pas du tout ce que nous cherchions. Et moi, personnellement, j'ai pas vécu de grands conflits ou de gens qui m'ont insulté parce que j'avais pas dit ça ou que j'avais fait donner la parole à un idiot ou à un incompétent. Non, jamais. Est-ce qu'il y a une dernière question? C'est probablement plus pour Pierre Cresson, mais on a parlé de l'histoire de la dynamite, vous avez parlé des méthodes au poison, etc., pour finalement établir des connaissances scientifiques, que tout ça a évolué. Est-ce que, malgré tout, comment vous faites la balance entre les connaissances indispensables à avoir et le respect de l'environnement? Est-ce qu'il y a certaines choses où vous dites on ne va plus le faire, mais en même temps, les connaissances font avancer l'environnement? C'est un débat de tous les jours, effectivement, de pondérer ce qu'on fait par rapport aux impacts qu'on a. Ce que tu disais tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui, il est sur l'impact climat. Quand vous mettez un bateau à l'eau pendant un mois, ça brûle du gasoil, donc il faut... Mais en même temps, si vous ne le faites pas, vous n'avez aucune idée des poissons et donc vous ne pouvez pas établir de la pêche durable. Donc ouais, il y a un vrai enjeu là-dessus. Il y a des initiatives, il y a le Labo 1.5 par exemple, qui est une initiative de toute la communauté scientifique. Se dire, est-ce qu'on ne peut pas limiter nos impacts? Déjà, estimer où sont nos impacts sur nos missions en mer, sur nos déplacements. Essayer de se dire que non, ce congrès au Brésil, on ne part pas 3 jours en congrès au Brésil en prenant l'avion. Non, c'est plus réaliste aujourd'hui de le faire. Et on a des visios qui marchent très bien. Donc voilà, c'est le genre de choses qui traversent la communauté scientifique aujourd'hui et qui la traverseront forcément de plus en plus à l'avenir. Donc oui, c'est clairement quelque chose central de la recherche aujourd'hui. Merci beaucoup. On va clôturer. On a une dernière question. Voilà, dernière question. L'expédition, je sais pas comment ça s'appelle comme ça, l'expédition de Tara. C'est Tara, oui. Ça a un lien avec la science, enfin c'est de recherche scientifique. Vous êtes en lien avec eux? Oui. Moi pas, mais il y a des collègues de l'Ifremer qui participent, qui sont impliqués. C'est là aussi une initiative assez globale de la communauté scientifique française et même européenne, je pense. Donc oui, parce qu'il y a des scientifiques de toute l'Europe qui sont à bord, qui se relaient à bord de Tara. Donc c'est là, ça fait au moins la 10e mission que Tara a fait. C'était l'ancien bateau de Jean-Louis Etienne, qui s'appelait Antarctica à l'époque, et qui a été donc racheté par Agnès B. Agnès B. Et c'est son fils qui s'occupe donc de ces expéditions. Et ils ont à chaque fois des thèmes. Et donc ils partent pendant 1 an sur un itinéraire où là, la première année, je me souviens très bien, on avait fait toutes des émissions avec eux. Et ils pêchent on appelle ça la pêche au plancton, la pêche. Donc, on met l'épuisette, on sort, il n'y a rien, quoi, de visible. Donc, on dit, c'est dur pour nous. Pour la caméra, il n'y avait rien dans l'épuisette, mais c'était formidablement intéressant. Et il y avait donc des Italiens, et c'était une observation extrêmement douce sur le terrain. C'était quand même sans précédent, quoi, comme expérience. Parce que c'est peut-être là aussi ce qu'il faut dire. Et on travaille de plus en plus avec les pêcheurs pour compenser ce que les pêcheurs sont sur l'eau au quotidien.
Donc ils ont une vraie connaissance empirique du milieu. Et des fois, on a des observations scientifiques. On a vu ça. Ils disent, bah oui, c'est normal, parce que le poisson, à telle période, il est à tel endroit parce qu'il mange ça. Et donc on essaye ça aussi de plus en plus. Ça s'inscrit dans cette idée de science participative. Donc ça peut être avec la société. Vous avez des tas de choses ou des tas de projets où vous pouvez regarder des photos qui sont prises notamment sur les grands fonds, par exemple. Ça s'appelle Espions des grands fonds. Et vous pouvez aider les scientifiques parce qu'il y a des millions de photos et on n'a pas le temps de les traiter. Donc vous pouvez faire un pré-tri et ça aide. Et puis après, on a ces sciences participatives avec les pêcheurs aussi. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai eu un projet où toutes les saisons où on n'avait pas de bateau de recherche à la mer, on travaillait avec les pêcheurs pour qu'ils nous fournissent des poissons, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui se passait aux 4 saisons, aux 2 saisons où une campagne scientifique, et aux 2 autres saisons, c'était les pêcheurs qui nous fournissaient des poissons. Donc on a vraiment besoin de toutes les possibilités d'observer l'océan et de comprendre ce qui s'y passe. Donc, Tara était une opportunité énorme, effectivement. Merci beaucoup. Merci de votre présence ce soir. Merci à tous les 3 d'avoir fait le déplacement, d'avoir répondu à toutes les questions du public, aux questions de Juliette et Margot. Et un grand merci aussi à Lina pour votre aide. Sans vous, il n'y aurait pas eu de conférence ce soir. Et on vous retrouve le 11 mars pour une nouvelle conférence des lundis de l'INA, menée par d'autres étudiants du CFJ. Et on vous attend très nombreux pour cette soirée-là. Bonne soirée.